Bien, bonjour. Donc, je suis Jean-Louis Berger, je travaille à l'ADEME à Angers, au siège, parce que le siège de l'ADEME est à Angers. Et puis, nous avons nos directions régionales qui sont un petit peu partout dans toutes les régions. Et donc, je vais vous présenter en quelques slides un travail qui a duré 3 ans, qui fait aujourd'hui 1800 pages d'écriture. Donc, évidemment, vous résumez tout ça en une demi-heure. Enfin, je ne fais pas de résumé, en fait, je vous montre quelques éléments. Et pour le reste, il faudra que vous alliez lire. Il y a tout un tas de documents, des documents pour des spécialistes, des hyper spécialistes, puis des documents pour des gens qui ne connaissent pas grand-chose au sujet. Et là, donc, je vais vous faire une présentation sur certains thèmes particuliers. Et donc, je vais vous emmener dans la société française de 2050. On va faire un petit voyage dans le temps, gratuit. Alors, notre exercice, en fait, de prospective, il avait deux objectifs principaux. Le premier qui était en fait de donner une image très concrète de ce que pouvait signifier pour une société d'arriver à la neutralité carbone en 2050. La neutralité carbone, c'est quoi? C'est d'absorber autant de CO2 qu'on émet de gaz à effet de serre. Il y a deux façons de le faire. Soit c'est de façon naturelle avec les océans, les forêts, les sols, soit c'est technologique en captant du CO2, soit à la sortie des cheminées, soit une technologie en devenir. On a poussé un petit peu les feux dans un des scénarios, vous allez voir, qui est du captage de CO2 dans l'air. Voilà, ça c'est des espèces de grands murs avec des espèces de gros ventilateurs qui prennent l'air, on garde le CO2 et ensuite on va liquéfier ce CO2 et le stocker dans des formations géologiques profondes. Donc on a voulu montrer ce que ça signifiait très concrètement et vous allez voir des graphiques sur la vie concrète, comment on se déplace, comment on mange, etc. Suivant les 4 scénarios. Et le deuxième objectif, c'était de mettre sur la table des éléments les plus factuels possibles parce que c'est notre rôle d'agence de l'État, d'être le plus factuel possible dans le cadre de la campagne présidentielle. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là, d'où l'intervention par exemple d'aujourd'hui, qu'en fait ça concerne à la fois chacun de nous en tant qu'individu, mais également en tant que participant à une organisation, que ce soit une collectivité, une entreprise, l'État ou autre, pour regarder quel chemin choisir pour aller à 2050. Donc on est parti de grands archétypes de scénarios, du GIEC en fait, qui avait fait ces grands schémas-là. On est parti de ça et on a regardé ce que ça signifiait au niveau de la métropole. Alors les DOM ne sont pas intégrés dans l'exercice parce qu'ils ont un contexte énergétique très différent. Il y a des travaux spécifiques qui se font sur les DOM. Et puis dans cette première partie d'exercice, on n'a pas intégré ce qu'on appelle l'empreinte, c'est-à-dire l'empreinte CO2 des biens que l'on importe. On a regardé la neutralité carbone au niveau territorial, ce qui est d'ailleurs la forme légale en fait pour travailler sur un pays. Mais évidemment, ça ne donne pas une idée complète, mais l'intérêt, il n'était pas là, il était de montrer ce que signifiait d'aller à la neutralité carbone. Voilà, ça concerne toutes les énergies, que ce soit thermiques, électriques, les carburants. Ça concerne tous les secteurs d'activité, l'industrie, le bâtiment, l'agriculture, le bâtiment, voilà, j'ai dit. On a intégré aussi des éléments comme les déchets qu'on n'avait pas intégrés dans les deux précédents exercices. Et on a regardé les impacts sur les sols, sur la qualité de l'air, les impacts macroéconomiques. On a regardé l'impact emploi sur 4 secteurs. Enfin voilà, il y a toute une littérature importante. Et donc c'est un travail de l'ADEME et évidemment on a eu des interactions avec des partenaires extérieurs, d'abord parce qu'on n'a pas la science infuse, puis parce que c'est important d'avoir aussi une relation avec les autres, se challenger. Il y a eu des hypothèses qu'on a abandonnées parce que les gens nous ont dit non là c'est pas possible, etc., etc. Donc voilà, on a eu, et puis on avait un comité scientifique en particulier. Alors finalement, les scénarios, qui sont-ils? Voilà, vous avez là les quatre scénarios que l'on a ressortis avec leurs petits noms. Les petits noms, on les a donnés à la fin. Hein. Je signale parce que quelquefois on dit « Ah, vous avez voulu faire ça, faire ça ». Non, en fait, on s'est vraiment basé sur les archétypes du GIEC et on a regardé ce que ça donnait après. Voilà, et donc vous avez ici pour chacun 7 mots-clés sur des niveaux différents pour vous montrer de façon un petit peu en pointillisme, pardon, ce que donnait chacun des scénarios. Et là, on va vous faire une présentation des scénarios par une vidéo qui dure 4 minutes, 06 exactement.
Et donc normalement, la régie m'a dit tu nous dis quand et ça part. Donc ça va partir. Nous en sommes tous parfaitement conscients. Des transformations importantes doivent être menées dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'est-ce que la neutralité carbone ? C'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons grâce aux forêts et au sol. Complétée si nécessaire par des technologies plus ou moins matures aujourd'hui. Pour dessiner les chemins possibles pour y arriver, l'ADEME a réalisé une étude prospective inédite. Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Elle prend la forme de 4 grands scénarios, chacun empruntant des voies distinctes et correspondant à des choix de société différents. Le premier scénario, génération frugale, pose les bases d'une refonte importante de notre société. La transition est conduite par la contrainte, par la sobriété et par la technologie. La capacité d'adaptation et l'implication de tous sera un vrai défi, pour mobiliser autour de la nature sanctuarisée et autour d'une économie du lien plus que du bien. La neutralité carbone est atteinte grâce aux puits naturels, forêts et sols. Le deuxième scénario, coopération territoriale, pose le cadre d'une société qui se transforme grâce à une gouvernance partagée. Le système économique vers une voie durable, sobre et efficace. Des investissements massifs dans les solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable sont effectués, ainsi que dans des politiques de réindustrialisation des secteurs ciblés. La neutralité carbone est atteinte presque uniquement grâce aux puits naturels. Le troisième scénario, technologie verte, mise sur le développement technologique pour répondre aux défis environnementaux. Les manières d'habiter, de se déplacer ou de travailler ressemblent à celles d'aujourd'hui. L'État planifie la mise en place de politiques fortes pour favoriser la décarbonation de l'économie dans un contexte de concurrence internationale et d'échanges mondialisés. La neutralité carbone n'est atteinte que grâce au captage de CO2 à la sortie des cheminées. Enfin, le quatrième scénario, pari réparateur, permet de conserver nos modes de vie actuels en pariant sur des solutions techniques. La société place sa confiance dans sa capacité à gérer, voire à réparer les systèmes sociaux et écologiques, avec plus de ressources matérielles et financières. Un pari basé sur le numérique et des technologies encore peu matures. La neutralité carbone n'est atteinte qu'avec des technologies de captage du CO2 dans l'air, à l'état de pilote à ce jour. Ces différents scénarios soulèvent ainsi 5 grandes problématiques autour desquelles il faudra statuer. La sobriété, jusqu'où ? Qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable ? S'appuie-t-on exclusivement sur des puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité ? Quelle économie du bâtiment demain ? Quel modèle industriel sera mis en place ? En bref, cette étude nous prouve que la neutralité carbone est possible, mais repose sur des paris forts, qu'il est impératif d'agir dès maintenant, qu'elle nécessite une planification orchestrée et des transformations entre l'État, les territoires, les acteurs économiques et les citoyens. Que la réduction de la demande en énergie, et donc de biens et de services, est le facteur clé pour l'atteindre. Que l'industrie va devoir se transformer, que le vivant est un des atouts principaux de cette transition, que l'adaptation des forêts et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre le changement climatique, que la pression sur les ressources naturelles varie d'un scénario à l'autre et devra être statuée, et que les énergies renouvelables sont indispensables. Tout y est détaillé pour que vous, décideurs et citoyens, puissiez faire le bon choix pour les 30 années à venir. Prendre conscience du défi à relever est une chose, agir maintenant est une priorité. Et nous sommes là pour vous accompagner. Là, ça vous donne un aperçu de l'étude, enfin du travail, de ce qu'on ressort globalement du travail. La vidéo est disponible sur le site internet que vous avez vu, pas de problème, elle est réutilisable. Donc en fait, on a, vous l'avez compris, on a 2 scénarios qui sont sobres et assez frugaux, le 1 et le 2. Le 1, on y arrive parce que dès le départ, très vite, il y a de la réglementation, des obligations qui font qu'il y a une diminution très forte de la consommation de biens et de services qui est contrainte. Et puis ensuite, c'est des modes de vie effectivement pour ceux qui consomment trop qui vont changer. Alors que le 2, on compte un peu plus sur la conscience et on va un petit peu moins vite, vous allez le voir.
mais on atteint une sobriété très forte. Sur le 3 et le 4, on ne change pas du tout les modes de vie, hein, on consomme comme on veut, vas-y Germaine, s'il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Et voilà, le 3, c'est un peu la continuation en gros de ce qu'on fait aujourd'hui, mais en atteignant la neutralité carbone, ce qui n'est pas le cas si on fait le tendanciel, parce que là, on vous montre 4 scénarios. On a évidemment regardé le scénario tendanciel. Et puis, le 4, c'est vraiment, on compte beaucoup sur la technologie, et en particulier sur cette technologie de captage de CO2, qui aujourd'hui, on a une vingtaine de pilotes, à la fois un peu recherche, développement, on est un peu entre les deux. On a fait le pari qu'on arrivait d'ici 20 ans à les développer, à les rendre économiquement et technologiquement efficaces, et qu'on les mettait en place dans la dernière décennie pour nous aider. Typiquement, RTE, qui a fait aussi un exercice de prospective, n'a pas pris en compte ces technologies-là en disant c'est beaucoup trop, c'est pas solide aujourd'hui, on fait des paris trop forts. Là, on a juste poussé. Donc, on n'a rien inventé, hein, tout existe aujourd'hui, mais on a poussé les limites en fait de certaines technologies. Et donc vous voyez la sobriété qui est de moins en moins forte et inexistante. Donc sobriété pour nous, c'est des modifications volontaires de comportement, hein, qui est une différence avec l'efficacité qu'on voit en dessous. Et l'efficacité, en fait, c'est l'efficacité technique. Voilà. Un véhicule, je peux avoir un véhicule, je peux consommer 2 fois moins d'essence si j'achète un véhicule qui consomme 2 fois moins. Mais je vais toujours faire mes 11 000 km par an. Voilà. La sobriété, c'est je décide que plutôt que de faire 11 000, je vais voir si je peux en faire 10, 9, 8 ou 7. La décarbonation de l'énergie est partout. Elle est plus compliquée dans le scénario 4 parce que vous allez voir, on a une demande énergétique plus importante. Et puis la gouvernance, c'est un peu schématique ce qu'on a fait là, mais on va plutôt d'une gouvernance locale à une gouvernance plutôt internationale et très globale. Et puis sur les impacts, on essaie d'éviter les impacts dans les premiers scénarios, alors que dans l'autre, on va essayer plutôt de les réparer. Alors, ils atteignent tous la neutralité carbone, mais ils n'ont pas tous le même impact sur l'effet de serre, puisque en fait, comme les scénarios ne vont pas au même rythme sur la décarbonation, vous voyez qu'entre le scénario 1 et le scénario 4, on a un peu plus de 2 milliards de tonnes d'équivalent CO2 qui sont émises en plus dans le scénario 4 par rapport au 1, et ça correspond à peu près à 5 années d'émissions 2019. Donc, on met plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère dans le 4 que dans le 1. Et puis, évidemment, le 2 et le 3 sont intermédiaires. Et puis, vous voyez dans le schéma que dans la première décennie, il y a assez peu de différence parce que, évidemment, il y a quand même énormément de choses à faire, des transformations profondes, même dans le 4, hein, des travaux. Et évidemment, en 10 ans, on n'avance pas énormément. Donc, les efforts, enfin, les résultats sont plutôt dans les 2 dernières décennies. Ici, je ne vais pas les commenter en détail, c'est juste, vous avez à gauche le scénario 1, en bas à droite le scénario 4, et ça vous montre les efforts de chacun des secteurs pour arriver à la diminution. Et dans tous les scénarios, sans surprise, en fait, les 2 secteurs où il y a la plus forte décarbonation, c'est le bâtiment et c'est la mobilité, en particulier la mobilité, parce que dans tous les scénarios, la mobilité individuelle devient une mobilité électrique. Donc on diminue énormément les émissions de gaz à effet de serre. Ici, c'est donc la demande à gauche en énergie. Vous voyez que la demande finale en énergie, dans les 4 scénarios, on n'atteint pas la demande de 2015. On montre par là que, quelles que soient les voies, si on a une vraie volonté, on peut arriver à diminuer la consommation et la demande en énergie. Donc les 2 premiers, vous voyez qu'on est à peu près à la moitié, et ça c'est vraiment la sobriété, c'est-à-dire je consomme beaucoup moins de produits, de services, et donc je vais avoir besoin de beaucoup moins d'énergie pour fabriquer notamment ces produits, alors que dans le 3 et le 4, je compte beaucoup plus sur la technologie pour m'aider à diminuer ma demande énergétique. Et puis à droite, vous avez la demande d'électricité. Donc les 2 premiers, c'est autour de la demande de 2015, plus ou moins 12-15%. Compte tenu de l'exercice de prospective sur 30 ans, on va dire que c'est à peu près identique. Et ce qui est intéressant là, c'est que alors qu'on a une mobilité qui est de plus en plus électrifiée, on réussit à avoir une demande en électricité qui n'augmente pas ou pas tant que ça. On entend beaucoup le discours « Ah, mais puisqu'on va avoir des voitures électriques, on va avoir besoin de plus d'électricité. » Ben non, pas forcément.
parce qu'il y a des tas d'autres secteurs où on peut faire des économies d'électricité. Typiquement, par exemple, dans le bâtiment, on a des tas de bâtiments qui sont chauffés à l'électricité, qui sont très mal isolés. Dans les scénarios 1 et 2, on a énormément de rénovation énergétique des bâtiments et on fait des économies d'énergie et d'électricité en particulier. En revanche, sur le 3 et le 4, là, effectivement, on a des consommations d'électricité qui augmentent. Et ce que vous pouvez voir sur le graphique 4, donc le petit carré ici jaune là, qui est presque tout en haut du 4, c'est la consommation d'électricité de ces fameux extracteurs de CO2 dans l'air ambiant, les DAX. Et c'est 6 à 7% de l'électricité consommée dans le scénario 4. Ce n'est pas complètement neutre. Voilà, juste ici, c'est pour vous montrer comment ces scénarios résonnent par rapport à aujourd'hui. Vous allez vous dire, vos scénarios, la neutralité carbone, ça va être une marche immense. C'est vrai d'ailleurs, hein, ça va être une marche immense à faire. Mais le plan de sobriété énergétique de l'État qui nous demande de faire des économies de 10% en 2 ans, c'est 2 fois le rythme des scénarios les plus sobres. Puisqu'en gros, dans nos 2 scénarios les plus sobres, pour atteindre à peu près la moitié donc, de la consommation énergétique en 30 ans, il faut en gros diminuer de 2,5%. Et là, on nous demande de diminuer de 5%. C'est en gros l'équivalent de ce qu'on a fait en 2020 avec le confinement, mais on doit le faire sans confinement. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer que le 10%, vous dire, oh, bah, 10% finalement, c'est pas grand-chose. Ouais, ben, c'est 2 fois plus rapide que nos scénarios les plus sobres. Ici, il y a eu d'autres scénarios. J'ai parlé de RTE. Il y a également le Shift Project et Negawatt qui ont fait des scénarios. Et quand on regarde les consommations d'électricité des différents scénarios, alors RTE, on a pris 3 en base, on voit qu'on a ce que j'ai appelé une espèce de zone de consensus qui serait qu'en 2050, on aurait besoin de quelque chose entre 500 et 600 TWh d'électricité. Je vous rappelle qu'on est à presque 500 aujourd'hui. Donc finalement, on fait des exercices différents, avec même des périmètres différents. RTE, c'est essentiellement l'électricité. Mais vous voyez que, j'allais dire aux erreurs d'expérience près, on se retrouve globalement autour d'un certain nombre de choses. Alors l'impact au quotidien, ici vous avez l'impact dans le quotidien pour le bâtiment. Donc vous voyez que l'évolution de la surface habitable par habitant, alors évolue relativement peu. On peut se dire, ah bah oui, ben on passe de 1 à 1,10, 10% en surface habitable, c'est pas complètement rien. Et en fait, comment on y arrive? On y arrive de 2 façons. Enfin, dans les scénarios 1 et 2, pourquoi on est à la surface actuelle? C'est en fait parce qu'on réinvestit les bâtiments vides. Donc on construit beaucoup moins. En gros, on construit, dans la première décennie, on construit 3 fois moins qu'aujourd'hui. Dans la deuxième décennie, 6 fois moins. Et dans la dernière décennie, c'est quasiment 1 millième de moins, puisqu'on passe de 350 000 logements par an à 2000. Voilà. Donc on a une économie du bâtiment extrêmement différente de celle d'aujourd'hui. Et en fait, on réinvestit les bâtiments vides, ce qui fait que quand on rapporte la surface habitable à la population, comme on a investi des bâtiments vides, de fait, on a une diminution de cette surface habitable. Et en même temps, quand on construit des logements neufs, on fait des bâtiments qui sont des logements qui sont un petit peu plus petits. Par contre, dans du collectif, il y a des zones collectives, voilà, avec par exemple des chambres qui peuvent être réservées, parce que finalement, avoir une chambre, la grand-mère qui a une chambre supplémentaire qui ne sert que 10 fois dans l'année quand ses enfants ou ses petits-enfants viennent, autant qu'il y ait une chambre qui serve à plusieurs, etc., et puis d'autres enjeux. Et sur l'énergie, vous voyez que dans le bâtiment, on va consommer moins. Dans le 1 et le 2, on fait énormément de rénovation. Dans le 3 et le 4, on fait énormément de déconstruction et de reconstruction de neuf avec des bâtiments très performants. Cela étant, il faut avoir en tête que l'évolution du bâti, c'est 1% par an, ce qui fait qu'en 30 ans, vous avez 75% du bâti de 2050 qui existe aujourd'hui. Il faut avoir ça en tête. Donc, si on ne fait pas de rénovation sur le bâtiment, dans 30 ans, on a 75% des bâtiments qui n'ont pas bougé. Et puis ici, vous avez donc la quantité de déchets collectés par habitant, avec voilà, une diminution assez forte dans le 1 et le 2, parce qu'on consomme peu. Voilà. Et puis dans le 3 et le 4, où on arrive encore à limiter même par rapport à aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des évolutions en termes d'économie circulaire, de réparabilité, etc. Ici, c'est l'évolution du kilomètre au quotidien. Alors tout ça, c'est pour un Français moyen. Le Français moyen n'existe pas, hein, ne le cherchez pas, il n'est pas dans la salle.
ni chez vous, ni ici. Voilà. C'est un objet non identifié. Et tout ça, en fait, c'est la résultante de plusieurs types de comportements, en fait. Mais le français moyen, sans surprise, hein, sur l'avion et sur la voiture, en gros, dans les scénarios 1 et 2, on divise par 2 les kilométrages faits en avion ou en voiture, alors que dans le 3 et le 4, on est à peu près égal ou on augmente. À l'inverse, évidemment, l'usage du vélo est très important, en particulier dans le scénario 2, où on multiplie par 11 le kilométrage fait en vélo par un individu moyen. On est juste à 1200 km par an, hein, ce qui pour certains ici dans cette salle, je ne regarde personne, c'est voilà, c'est à peine 6 mois. Et là, c'est la consommation de viande. Alors, c'est essentiellement viande de porc et viande bovine. Donc, vous voyez que dans le scénario 1, le français moyen, donc c'est le résultat de 9 régimes différents. Hein. Donc, et puis, quand on regarde le résultat, ça donne ça, parce qu'il y a quand même des gens qui mangent de la viande tous les jours. Hein. Mais on consomme 3 fois moins de viande dans le scénario 1, 2 fois moins dans le 2, 30% de moins dans le 3 et 10% de moins dans le 4. Dans le 1, par exemple, ça signifie que 85% du cheptel bovin viande, j'insiste bien viande, disparaît. Donc c'est une transformation évidemment de l'agriculture, parce qu'il n'y a pas que la partie bovin, on est sur des agricultures avec beaucoup moins d'intrants, donc beaucoup moins d'impact en matière de N2O, de la polyculture élevage, etc. Alors que dans le 3 et le 4, on est dans une continuation de l'agriculture actuelle. Donc c'est une transformation très forte. Et c'est important, vous avez vu que dans les problématiques, on parle du régime alimentaire. Le régime alimentaire en France, c'est 24% des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on ne fait rien là-dessus, ça veut dire qu'on reporte tout sur tous les autres secteurs. Et les gaz à effet de serre dans l'agriculture, c'est le méthane et le N2O. Ce n'est pas vraiment le CO2, ce n'est pas le gros enjeu. Ici, c'est les besoins en eau pour l'irrigation. Et entre le 1 et le 4, on a besoin de 2 fois plus d'eau pour l'irrigation. Avec la grande question, est-ce qu'on aura de l'eau en 2050 ? Enfin, de l'eau, oui, on aura de l'eau en 2050, mais est-ce qu'on aura suffisamment d'eau pour tous les usages ? Est-ce qu'on aura suffisamment d'eau pour l'irrigation ? À quel endroit ? C'est une grande question. Donc, le fait d'avoir des scénarios qui économisent le plus possible l'eau, c'est extrêmement important. Et là, c'est le nombre de mâts d'éoliennes. Je ne vous ai pas parlé du mix électrique, je pourrais vous en parler si vous le souhaitez, mais suivant, on a des développements plus ou moins importants, à la fois des énergies renouvelables ou du nucléaire. Mais dans tous les cas, on multiplie par 2, en gros, le nombre d'éoliennes qu'il y a actuellement. Et là, c'est donc en jaune, c'est la quantité de biomasse. On mobilise la biomasse et la forêt, et puis tous les productions organiques, de végétaux, pardon. Et on mobilise entre 2 fois et demi et presque 3, parce qu'on estime que c'est un maximum, on ne peut pas aller au-delà. Et vous voyez qu'il n'y a pas énormément de différence entre les scénarios, c'est simple, hein, quand on veut décarboner de l'énergie, par quoi on commence ? Notamment par le bois. Hein, voilà. Et puis, vous avez les surfaces artificialisées, je ne vais pas m'étendre, mais c'est un élément extrêmement important, puisque normalement, à partir de 2050, on doit compenser toutes les surfaces artificialisées. Et pour vous donner un ordre d'idée, dans le scénario 4, en 2050, il faut trouver 2 fois la surface de la ville de Paris à compenser, ce qui ne va pas être évident. Voilà, ici on a regardé aussi les métaux de la transition énergétique. On nous parle beaucoup de problèmes de métaux. Alors en plus, on mélange les métaux rares, les terres rares, tout ça fait un gros gloubi-boulga. Il y a des vraies interrogations, évidemment, avec le développement des batteries électriques. On va avoir besoin de cobalt, de nickel, de graphite, etc., etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a le développement du numérique aussi. Voilà. Et puis, il y a l'Asie qui construit beaucoup. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a dans ce qu'on appelait les grands matériaux, donc supérieurs à 50 000 tonnes par an d'usage en France, en fait, c'est le cuivre qui nous pose une interrogation. Est-ce que, et c'est vrai au niveau mondial dans les autres prospectives. Et sur les petits, vous voyez que le lithium, le cobalt, ne pose pas a priori comme ça de difficultés. Par contre, on a des interrogations sur le graphite pour faire les batteries et sur le nickel. Voilà. En fait, ce n'est pas un problème de disponibilité géologique. C'est juste, est-ce que l'offre sera en lien avec la demande, en fait. Voilà, juste dans les impacts, donc ce que je vous disais sur le secteur de la construction, vous voyez par décennie les constructions. Donc aujourd'hui, on est à 350 000. Il faut vraiment que je change la couleur de la barre parce qu'on ne la voit pas. Et donc, vous voyez qu'on diminue énormément. En fait, c'est une économie de la construction qui est complètement différente. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
l'industrie qui produit des matériaux pour le bâtiment, donc ici c'est essentiellement acier, aluminium, clinker, c'est-à-dire mince, je vais y arriver, plastique, verre, pour faire le ciment, voilà. Vous voyez qu'on a des diminutions de l'ordre de 35% dans les 2 premiers scénarios. Du coup, c'est quoi l'économie de ces industries-là? Et d'une façon générale, l'industrie... Ah non, ici, pardon, c'est... Voilà. Alors c'est pareil, sur les ventes de voitures neuves, vous voyez que dans le scénario 1, en 2050, on met sur le marché 2 fois moins de véhicules qu'en 2015. Et elles sont 30% moins lourdes. C'est-à-dire que dans le scénario 1, on a moins de véhicules moins lourds, donc qui consomment moins d'énergie, y compris électrique, alors que dans le 4, on a des véhicules plus nombreux, plus lourds, donc on a besoin de batteries beaucoup plus grosses et donc d'énergie et de matériaux beaucoup plus importants. Et puis donc, dernier point, c'est sur la production industrielle, d'une façon générale, hors industrie agroalimentaire. En volume, on a une industrie qui produit entre moins 35, moins 25% dans les premiers scénarios. Et donc, c'est quoi l'économie de l'industrie en France avec ces ventes de volume, sachant que là, je parle bien de volume, je ne parle pas de chiffre d'affaires, parce qu'on va vendre des produits qui sont plus solides, réparables, réutilisables, donc ils vont être plus chers à l'achat. On va avoir des entreprises qui vont développer l'économie de la fonctionnalité, donc ils vont vendre moins de produits, mais qui vont vendre du service, en fait. Voilà. Et donc, c'est une transformation très forte de l'économie. Et là, c'est un des graphiques de l'analyse macroéconomique. On a un outil qui s'appelle SRIMI d'analyse macroéconomique, alors qui est néo-keynésien pour ceux pour qui ça parle, c'est-à-dire en fait très classique, hein, c'est pas révolutionnaire. Et en fait, on s'aperçoit que même dans le scénario 1, sur 30 ans, le PIB augmente. Et vous voyez que sur les 3 autres scénarios, en fait, la valeur du PIB à 2050, elle n'est pas discriminante. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même un scénario très sobre, et même si au départ on voit une diminution du PIB dans la première décennie, en réalité la sobriété n'est pas synonyme de décroissance économique au sens de décroissance du PIB. Et ici c'est l'emploi, par contre l'emploi est beaucoup plus discriminant, notamment sur le scénario 1, alors que les autres scénarios, on a des évolutions, on va dire à peu près identiques. Voilà, là c'est juste un petit résumé. Il y a plein de choses sur l'emploi dans Transition. Évidemment, on a des diminutions, des suppressions, des créations. En fait, c'est surtout les transformations des emplois, plus que véritablement des emplois nouveaux. On n'en a pas identifié. Et donc avec la nécessité en fait, d'accompagner ces évolutions-là. Le problème du changement, ce n'est pas forcément le changement en soi, mais il y a une peur du changement, ce qui est logique à titre individuel ou à titre collectif. Et donc l'idée, c'est d'anticiper le plus possible et d'accompagner ces changements. Voilà, et là, vous avez des besoins d'investissement pour le climat. C'est un travail qui a été fait par I4C pour nous. Et vous voyez les évolutions, donc les scénarios de l'ADEME sur la droite, où par rapport aux investissements qui ont été faits en 82 sur, on va dire, pour le climat, je vous passe les détails de l'étude, vous voyez que plus on va vers le scénario 4 et plus on a besoin d'investissements supplémentaires. Mais qui ne sont pas forcément complètement délirants par rapport à ce qu'on a fait déjà dans le passé. Voilà, et je vous remets les 5 problématiques, je ne vais pas m'y attarder parce qu'on en a déjà parlé, mais pour nous, c'est les 5 éléments, il faudrait y rajouter l'eau d'ailleurs, vraiment à se poser des questions. Il y a un sujet dont je n'ai pas parlé, c'est les puits de carbone, les puits naturels. Donc, on a travaillé, nous, les sols et les forêts, on n'a pas travaillé sur les océans parce qu'on n'avait pas les outils. Et en fait, la question, notamment les forêts, elles servent à plein de choses. Elles servent à se promener, elles apportent des services écosystémiques parce qu'elles filtrent l'eau, parce qu'il y a de la biodiversité, mais elles nous servent aussi à avoir de l'énergie ou à avoir des matériaux, et elles nous servent de puits de carbone. Et comment on arrive à articuler tous ces besoins, toutes ces demandes, et quel équilibre on trouve? C'est une grande question parce que ça nous a beaucoup occupé l'utilisation de la biomasse dans ces scénarios pour arriver à trouver comment on pouvait trouver un équilibre à chaque fois, qui n'est pas le même d'ailleurs. Voilà. Et juste pour vous dire que c'est problématique, alors nous on a sorti notre rapport il y a un an, et le dernier rapport du GIEC du mois d'avril, on retrouve les 5 problématiques à peu près, j'allais dire, dans les mêmes façons de présenter. Je ne commente pas, mais
Voilà, on sent bien que ces problèmes-là, voilà, on les a pas inventés, quoi. Voilà. Et juste pour la dernière, j'insisterai sur les 2 derniers points, parce que les premiers, on en parle souvent, il faut décider assez rapidement, mais dans un cadre de concertation. Et parce que plus on va tarder à décider, plus la marche sera haute, plus ça sera compliqué, plus ça coûtera cher, plus ça sera dur pour tout le monde. Et dans cet exercice, on a parlé de neutralité carbone, mais on n'oublie pas qu'en matière d'environnement, il y a des enjeux d'eau, de biodiversité, de sol et de pression sur les ressources en général, même si on a étudié un petit peu certains métaux et en partie l'artificialisation des sols. Et puis on sait bien qu'on n'est pas dans un monde uniquement de l'environnement, il y a des gens, et que donc les enjeux sociaux sont eux aussi extrêmement importants. Et quand je parle d'évolution de comportement et de diminution de la consommation de biens et de services, on n'oublie pas qu'il y a 15-20% de Français qui sont dans la pauvreté, donc ils n'arrivent pas à accéder à leurs besoins de base, se loger, s'alimenter, s'éduquer, se soigner, se cultiver, etc. Donc cela, il faudra peut-être qu'ils consomment plus qu'aujourd'hui. En revanche, il y a tous ceux qui consomment au-delà des besoins, une fois qu'on a évidemment on s'est mis d'accord sur la définition du besoin, et ceux-là doivent effectivement diminuer. Voilà. Et donc vous retrouvez tout sur le site transition2050.adem.fr. Vous avez un résumé exécutif qui fait 12 pages, qui est lisible par tout le monde, que vous soyez ou pas des spécialistes de l'environnement et de l'énergie. La synthèse, c'est vraiment une synthèse un peu technique du rapport. Il y a 50 pages, donc là, ça demande un petit peu plus d'attention. Et puis, si vous n'arrivez pas à vous endormir, si la télé vous ennuie, il vous reste à peu près 1800 pages de rapport à lire. Donc, il y en a 687 dans le rapport principal. Et puis, vous avez 11 feuilletons, bientôt un 12e qui va les rejoindre. Ces feuilletons font entre 30 et 40 pages à peu près. Voilà, on a étudié un certain nombre d'éléments que je vous ai présentés. Vous retrouvez la vidéo, vous retrouvez des articles, vous retrouvez des infographies. Et puis, si vous êtes sur Paris entre le 2 et le 4 décembre, je vous invite à venir au Centre Pompidou, puisqu'il y a 3 jours d'animations diverses et variées autour des enjeux de nos scénarios. Alors, ce n'est pas spécifiquement les scénarios, mais tous les enjeux que je vous ai cités et d'autres, et le lien avec la culture et comment la culture peut s'insérer dans cet espace-là. Voilà, ça sera gratuit puisque c'est le premier week-end du mois et que donc le musée est gratuit le samedi et le dimanche. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Jean-Louis Berger pour cette présentation passionnante. C'est vrai que ça donne très envie d'aller à Paris pour voir ce moment. Vous parlez de culture. Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'à un moment donné vous essayez de transmettre côté éducation ? Alors éducation, non, parce qu'il y a un choix stratégique depuis déjà plusieurs années où on a une faible implication dans l'éducation, sauf notamment dans l'enseignement supérieur, même si on a quelques actions avec des réseaux éducatifs plus pour les plus jeunes. Par contre, on a beaucoup investi les milieux culturels au sens très large du terme. Voilà, moi j'ai fait une présentation par exemple des scénarios et de la sobriété à des scénaristes de romans, de séries, de films, pour qu'ils comprennent ce que c'est que la sobriété et qu'ils intègrent des éléments. Enfin voilà, et puis d'autres. Enfin, on a plusieurs associations autour de la culture où on a présenté, ou alors ce sont des jeunes qui ont fait des présentations. Enfin voilà, on investit beaucoup le milieu culturel parce qu'il y a une nécessité de transformer les imaginaires. Et que cette transformation, elle passe par nous tous, à l'ADEME, on en fait partie, mais on sait que, évidemment, on n'est pas la seule voie et que voilà, il faut passer par tous les canaux et que, voilà. Si, je disais au scénariste, si dans votre scénario, on voit arriver le héros qui a un cadre, il arrive dans une entreprise, et que quand on lui propose une voiture de fonction, il demande un vélo de fonction, c'est quoi, il y a juste ça dans le scénario, mais il y a des gens qui vont se dire, ah ben oui, tiens, le héros qui est beau, qui est positif, etc., ben, il demande un vélo de fonction. Et il y a des gens, voilà, c'est des détails, hein, mais en fait, ça fait partie de tout ça, la surface habitable, enfin voilà, un tas de choses. On a le temps pour quelques questions, hein, parce qu'on a la prochaine séquence est à 16h30, donc on a quelques minutes devant nous. Si vous voulez souhaiter poser des questions, on peut vous passer un micro. Ah, très bien. Oui, bonjour, Agnès Champalot, NADI. J'avais une question concernant les élus qui sont forcément des décisionnaires dans ce qui concerne une bonne partie des données, des enjeux dont vous parlez. Je crois que l'ADEME a des outils pour eux.
Est-ce que vous pouvez en dire plus, s'il vous plaît, notamment formation, je crois, mais qui peut-être pas active aujourd'hui? Alors, on a pas mal de... Je ne sais pas si mes collègues de la direction régionale veulent répondre sur les outils à disposition. En plus, ce n'est pas forcément les gens en lien avec les collectivités. Oui, il y a différents outils. Bon, il y a tout un tas de guides méthodologiques. On a des méthodes aussi, l'outil TED, par exemple, qui permet de vous faire un programme pour diminuer votre consommation d'énergie ou votre production de déchets, ou économie circulaire au sens large, qui est quand même très déchet, il faut le reconnaître. On a effectivement des formations qui existent et qui sont gérées soit au niveau national, soit éventuellement au niveau local. Mais là, il faut contacter la direction régionale et ils pourront vous dire tout ce qui existe, tout ce qui peut exister. On a des MOOC aussi qui existent en libre accès, que vous trouvez en tapant des mots-clés sur des moteurs de recherche. Voilà, on a des accompagnements financiers, évidemment, sur des projets, sur France 2030, puisque vous êtes à ADI, sur les investissements les plus importants. On a toute une palette de documents divers et variés. On a une longue liste, en fait. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je ne vais pas beaucoup détailler, mais juste pour confirmer qu'on a effectivement tout un dispositif de formation à destination des élus, qu'on a notamment développé lors des dernières élections des collectivités et qui est encore à votre disposition, et on peut regarder ensemble pour voir comment le déployer à destination des collectivités. Vous avez souligné l'importance de l'approche collective pour prendre la bonne trajectoire vers la neutralité, mais vous avez dit aussi que tout ça c'est national. Comment on coordonne ça au-delà des frontières? Parce que la neutralité carbone, si ça se limite au pays, ça n'a pas de sens, on est bien d'accord? Oui, mais on se place, enfin je ne l'ai pas dit, mais si vous lisez la partie introductive, on se place dans le cadre de l'accord de Paris. Donc on n'est pas le seul pays, enfin l'Europe a signé, mais il y a d'autres pays. Après, les engagements, que sont-ils, qu'est-ce qu'ils donnent, c'est autre chose. Mais on se place dans un contexte international qui est l'accord de Paris, plus un certain nombre de règles européennes aussi, qu'on a engagées. On a intégré des éléments, par exemple, la fin de la vente des véhicules thermiques. Alors, à l'époque, c'était 2040. On n'a pas intégré 2035 puisque la décision a été prise très récemment, ce qui ne change pas grand-chose fondamentalement. Donc oui, on considère, en fait, parce que là, j'ai parlé de pays, mais on a, suivant les scénarios, enfin, dans tous les scénarios, il y a de l'importation et de l'exportation. En revanche, ils sont relativement peu importants dans les scénarios 1 et 2, et ils sont plus importants dans le 3 et encore plus importants dans le 4. Et on a intégré, on a dit, les autres pays, on s'est simplifié l'exercice, mais les autres pays, grosso modo, suivent la même trajectoire. Non, mais voilà, on aurait pu... De toute façon, on n'a pas la prétention de présenter la réalité. Personne, dans un exercice de prospective, ne présente la réalité. Ça n'existe pas. On se simplifie toujours le système. Et pourtant, je peux vous dire qu'on a manipulé des millions de données et même des centaines de millions de données. Mais c'est encore très imparfait. On n'a pas travaillé, par exemple, sur les effets rebonds. On n'a pas mis, par exemple, d'impact d'accident, entre guillemets. C'est-à-dire que, mais si on impose, finalement, dans le scénario 1, on impose des réglementations très dures, est-ce qu'il n'y a pas une partie, qui peut être la moitié des gens, qui se soulèvent, etc. On n'a pas voulu le faire, non pas pour nier les difficultés, mais on a essayé d'éviter d'introduire trop d'éléments subjectifs. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais votre manifestation, là, vous la mettez en 2025, mais pourquoi elle n'est pas en 2028 ou pourquoi elle n'est pas en 2023? Enfin, on peut discuter à l'infini, personne n'aura la réponse. Donc on est sur un exercice qui est à la fois très technique, avec des prises de position techniques. Là, c'est très général, mais quand on discute, par exemple, avec des énergéticiens, avec de secteurs automobiles, on dit oui, mais vous avez pris quelle efficacité des moteurs, des poids lourds, des camionnettes, des machins, etc. Et entre techniciens, ils discutent de savoir si on a bien fait de mettre une amélioration de 50% de tel moteur plutôt que 40 ou 35 ou 22. Enfin, voilà. Donc là, on rentre sur des discussions de spécialistes. Mais on peut toujours discuter. Mais on a essayé de mettre des éléments les plus factuels possibles. Donc, on a enlevé les éléments les moins factuels et sur lesquels on n'aurait pas eu... mes collègues sont capables de vous dire, oui, moi j'ai imaginé
que le moteur, je sais pas, des poids lourds, en 2050, l'efficacité, elle était meilleure par rapport à aujourd'hui de 30%. Je dis n'importe quoi, je n'ai pas le chiffre. Bon, mais il va vous dire pourquoi. Il sait, il y a des recherches aujourd'hui et on pense que machin, etc. Après, l'autre spécialiste pourra dire, mais non, c'est pas 30, c'est 25 ou c'est 35. Moi, si je vous dis, il y a un soulèvement en telle année, vous direz, mais sur quelle base? Voilà. Donc, on a, pareil, sur les effets rebonds, comment on calcule les effets rebonds. Enfin, des effets rebonds, il y en a partout. Donc, on n'a pas les outils, en fait, pour ça. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est un exercice théorique. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut voir d'abord, c'est la comparaison entre les scénarios. Et voilà, en fait, c'est ça, c'est de regarder ce qui se passe lorsqu'on prend des voies différentes. En gros, le 1, c'est il faut de suite, il faut s'arrêter de faire plein de choses, il faut prendre des réglementations, des quotas, des machins. Ok, en gros, on regarde ce que ça donne. Et le scénario 4, c'est ce qu'il y a, mais la technologie va nous sauver. Ok, la technologie va nous sauver. On regarde ce que ça donne. Voilà. Et en fait, on donne à voir des sociétés, des éléments très factuels. J'ai essayé d'être le plus concret possible. Je ne vous ai pas beaucoup parlé de terawattheure, hein. Pour que, voilà, que ça soit incarné finalement ces changements. Ça veut dire quoi dans mon quotidien? Bonjour, Julie Neuville de Materop. Merci pour cette présentation, c'est toujours très inspirant. Alors moi, la question que je me pose, c'est entre les différents scénarios que vous avez proposés, là on est très segmenté, c'est très siloté, on est sur effectivement des hypothèses très marquées. On imagine, en tout cas j'imagine et j'espère qu'on pourrait cumuler les bonnes pratiques de chacun de ces scénarios et du coup arriver à des performances bien meilleures que le S1 tout seul ou le S2 tout seul ou le S4 tout seul. Et est-ce que vous avez évalué ou essayé d'évaluer un cinquième qui se dirait on a à la fois de la réglementation, à la fois de la bonne volonté des citoyens, de la technologie et aussi de la captation? Alors, je vais faire une réponse en deux temps. La première, c'est qu'ils sont contrastés parce que si on veut montrer des éléments, il faut que ça soit forcément contrasté. Donc, c'est des choix, effectivement. Des scénarios, on peut en inventer 10 000, hein, il n'y a pas de problème. Là, on a voulu, ce que je disais tout à l'heure, voilà, vous pensez ça, voilà ce que ça donne. Donc, effectivement, ils sont marqués. Donc, ça, c'est complètement volontaire. Après, si vous prenez ce qui vous plaît dans le 1, dans le 2, dans le 3, dans le 4, que vous additionnez, vous n'allez pas trouver la neutralité carbone. Je ne vous l'ai pas expliqué dans la méthode, mais on a fait un premier jet. D'abord, on a écrit. Enfin, c'est important. C'est un travail d'ingénieur, on est d'accord. Mais on a passé 1 an à écrire ce que signifiaient nos scénarios, à la fois globalement et ensuite secteur par secteur. Moi, à l'époque, je ne m'occupais pas du... Enfin, j'étais dans le groupe, mais je pilotais pas. C'était un collègue. Je l'ai remplacé après. Moi, j'étais dans les déchets. On a écrit 20 pages de ce que ça signifiait sur tel élément, le scénario 1, le 2, le 3, le 4. Et au bout d'1 an, on est passé au chiffrage. C'est important, voilà, c'est pas simplement un travail juste d'ingénieur, c'est aussi vraiment du design. Hein, voilà. Et donc on a volontairement, on a mis tous nos chiffres dans un gros tableur et on n'atteignait pas la neutralité carbone. On a fait 5 itérations comme ça. Donc, si vous prenez chacun, vous n'allez pas arriver. Donc, vous allez être obligé, vous pouvez, hein, et après, vous dites, bon, comment j'arrive à la neutralité carbone? Et vous allez devoir modifier des choses. Voilà. Après, évidemment que la réalité, elle sera ni le 1, ni le 2, ni le 3, ni le 4. Elle sera avec des éléments... voilà. Et ils sont contrastés, mais dans le 1, parler de sobriété, vous avez vu le terme low-tech, mais on a quand même de l'efficacité technique. Et c'est du low-tech, mais on a écrit, par exemple, que dans certains secteurs comme la médecine, au contraire, on avait du high-tech parce qu'on voulait des outils de diagnostic et de traitement les plus performants possibles. Donc, c'est pas... là, ça fait très manichéen ce que je vous présente, évidemment. Je vous l'ai dit, 1800 pages et j'ai 30 minutes. Donc, forcément, j'insiste sur des grosses choses et je suis même un peu spécialiste de ces exagérations. C'est pour vous marquer les esprits. Mais c'est évidemment un petit peu plus subtil que ça. Le chemin qui peut être choisi peut être un ensemble de choses. On peut très bien diviser par 3, grosso modo, la consommation de viande, mais avoir un scénario où on va démolir et construire du neuf, par exemple. Voilà, pour vous prendre un élément du scénario 1 et un élément du scénario 3. Après, est-ce qu'on atteint la neutralité carbone? Voilà. Et puis il y a des paris, hein. Les 2 premiers, c'est des paris sociaux. Est-ce qu'on amène 70 millions de personnes à changer leur mode de vie? Et le 3 et 4, c'est des paris technologiques. Hein. Les DAX dont je vous parlais, rien n'indique qu'on arrivera effectivement à avoir des outils performants économiquement et techniquement.
Oui, bonjour. Gilles Matelier-Guinlet, Force française de l'industrie. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire et avec la présentation très synthétique que vous avez faite, vous n'avez pas peur, et j'ai entendu aussi la stratégie à certains moments d'être disrupteur pour marquer les esprits. Et justement, vous n'avez pas peur, notamment sur le scénario 1, de faire vraiment peur. Et ça fait écho à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes à un moment donné. Parce que de dire on part sur des baisses d'emploi énormes, alors qu'on est encore aujourd'hui dans une politique, quand vous regardez les journaux, où on vous dit on ne construit pas assez de logements en ce moment en France. Et là, vous nous dites on va passer de 350 000 à 2 000. Ça veut dire que tout un pan de l'économie française va devoir même pas se transformer, mais se réinventer totalement. Et quand on parle du bâtiment, on ne parle pas des grands groupes. Moi, je vous parle des centaines de milliers d'entreprises artisanales ou PME, TPE, qui sont enclins à faire ce genre d'efforts, mais qui ne peuvent pas aller directement dans une rupture. Alors, la rupture, de toute façon, on sait très bien qu'elle ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Les évolutions, elles sont plus lentes que ça. On ne cherche absolument pas à faire peur. Si on présente 4 scénarios, et vous avez remarqué qu'on ne se positionne pas sur les scénarios, je ne vous dis pas l'ADEME a choisi celui-là ou celui-là, c'est d'abord pour vous faire réfléchir. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous faire réfléchir. On parle beaucoup, voilà, je vous l'ai dit, 10%, vous pouvez vous dire, 10% c'est faisable. 10% d'énergie sur 2 ans en moins, c'est 2 fois les scénarios les plus sobres. Donc si on commence à réfléchir à ça, on se dit, ah oui quand même, ah ouais, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas juste en passant de 19,5 degrés à 19 degrés chez moi que ça va fondamentalement changer les choses. Voilà, ça en fait partie. Hein. Donc on ne veut pas faire peur, on veut donner des éléments de réflexion pour que derrière, soit à titre individuel, soit à titre collectif, vous réfléchissiez à tout ça, à ce que ça donne et finalement, qu'est-ce que je peux faire moi dans mon entreprise, vers quoi je veux aller, etc. Et c'est pareil, c'est pas pour faire peur, mais je vous l'ai bien dit quand j'ai montré l'industrie, moins 35% en volume, j'ai bien dit qu'en fait c'est une économie qui se reconstruit, c'est-à-dire je fais des produits plus solides, je vais les vendre plus cher, on est d'accord, mais les gens vont en acheter moins, et je vais faire de l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, c'est quoi? Je fais mon business non pas sur la vente du produit, mais je fais mon business sur la location du service que mon produit rend. Et comment je gagne dans mon business? C'est en faisant le moins d'interventions possible. Moins j'aurai de casse sur mon matériel, moins j'aurai à la remplacer, plus je suis gagnant. Bien, et partout, on peut regarder toutes les entreprises qui font de l'économie de la fonctionnalité, elles améliorent la durabilité de leurs produits. Que ce soit les photocopieurs, les pneus, les bandes de sillage dans une entreprise qui est dans la Loire, etc. Parce que son business, c'est d'intervenir le moins possible. Je suis payé et je n'interviens pas. Enfin, évidemment, je caricature parce qu'il y a un service. Donc, c'est une transformation. Et sur le bâtiment, alors d'abord, la transformation, elle a commencé. Il faut savoir qu'il y a à peu près 50% du chiffre d'affaires du bâtiment, c'est de la rénovation aujourd'hui. Pas que énergétique, hein, c'est de la rénovation en général. Donc, le fait qu'on soit obsédé par le nombre de permis de construire, excusez-moi, mais c'est que, entre guillemets, la moitié du chiffre d'affaires de la profession. Je vais finir. Hein. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'il faut voir, on nous dit qu'il faut construire parce qu'il y a besoin de logements. Il y a 2 millions de mètres carrés vides aujourd'hui. Vous avez des villes, moi c'était le DGS de Toulouse qui me dit, mais par rapport au zéro artificialisation nette, on a besoin de logements, je vais devoir construire, je vais utiliser du terrain. Je dis, vous avez combien de logements vides sur la ville de bâtiments vides sur la ville de Toulouse? Donc pourquoi on construit des bâtiments neufs alors qu'à côté, vous avez la même surface de bâtiment qui existe, qui est là aujourd'hui, mais qui ne sert à rien? Donc c'est toute cette logique-là. Et du coup, plutôt que de construire un bâtiment neuf, comment est-ce que je peux mettre en place des politiques pour faire en sorte que ces bâtiments ne soient plus vides? Parce que la petite taxe qui existe aujourd'hui sur les bâtiments inutilisés, elle n'a aucun effet. Donc comment je fais plutôt que d'utiliser... Bien sûr qu'on va encore utiliser des terrains à construire, ce n'est pas la question. Mais voilà, on veut aider les gens à réfléchir à autre chose. Mais je reconnais que c'est une transformation très forte. Mais c'est un cadre de réflexion que vous nous proposez, oui, qui donne sûr. aussi des grandes masses et des grandes idées. Parce que oui. Sinon, si imagine, on était en 1990 et qu'on disait, mais en 1990, en 2022, on aura tous des téléphones dans la main, ouais, avec des algorithmes d'imposition qui nous permettront certes de tous nous connecter ensemble, mais notre libre arbitre va commencer un peu à en changer. Si on nous avait dit ça en 1990, on nous aurait peut-être dit... Je suis d'accord. Simplement, quand on veut apporter à la réflexion, aller trop loin dans la rupture, ça apporte de la peur. Moi, encore une fois, prenons l'exemple des Gilets jaunes. Ensuite, vous me parlez, je vais aller très vite, sur la rénovation.
Très bien, la rénovation, certes, sauf que ça amène une inflation énorme du prix au mètre carré. Donc des gens aujourd'hui ne peuvent plus se loger. Vous avez notamment dans le sud-ouest, partout où ça se rénove, où on rachète des bâtiments et on fait de la découpe, vous avez aujourd'hui des gens de ces territoires qui ne peuvent plus se loger, même plus pouvoir louer. Donc ça apporte aussi d'autres problématiques. Mais pour en rester simplement sur la réflexion, je suis d'accord avec vous, la fonctionnalité, c'est aussi parce que justement, à un moment donné, nous, consommateurs, on est revenu à quelque chose de plus simple. On s'est rappelé que quand on était enfant, eh ben, il y avait des dépanneurs, des réparateurs qu'on n'a plus vus. Et c'est nous qui avons amené à arrêter les industriels à faire de l'obsolescence programmée. Et dans ce cas-là, c'était de la réflexion. Mais on n'a pas fait peur aux gens. C'est simplement ça que je dis. Ouais, mais vous pouvez vous rapprocher au scénario 3 et 4 qui vont vous faire moins peur. Alors, non, encore une fois, honnêtement, hein, c'est pas pour faire peur, c'est voilà, pour montrer ce que ça signifiait. Il y a différents chemins. On a fait exprès d'avoir des chemins très différents. On a fait exprès de ne pas se positionner. Voilà, et on regarde les impacts. Vous parliez de l'emploi. Effectivement, on a fait nos scénarios et après, on a regardé l'impact emploi. Et donc, je vous montre effectivement l'impact emploi, même si sur la partie emploi, notre modèle n'est pas forcément le meilleur. Voilà, il y a plein d'imperfections, etc. Mais peu importe. Voilà, et voilà, je vous montre effectivement et je vous dis, ben voilà ce qui se passe. Donc on y va, celui-là, on n'y va pas, on va à l'autre. Et il y a plein de choix. Je vous ai montré le PIB, les emplois, je vous ai montré l'eau, je vous ai pas montré le sol, etc. Voilà, c'est pour aider au choix. Et le choix, il est complexe parce qu'on est sur du matériau complexe. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. On peut peut-être prendre une toute dernière question, parce que dans quelques minutes, on est censé avoir l'intervention aussi de Monsieur Bonifay, mais ce débat est très intéressant. Moi, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit aussi, hier, on avait avec nous Amélie Poncin de BPI France, qui est coordinatrice du plan climat, et on évoquait pour aussi ce sujet entre la transformation un peu forcée, ou le fait qu'en effet, on dise attention, parce que là, on parle en effet de filières qui, d'ici 40 ans, auraient bougé, ça laisse aussi du temps, où il disait que malgré tout, dans l'appréciation du risque sur une entreprise, ils allaient intégrer de plus en plus le fait qu'une entreprise qui n'engage pas sa transition, qui ne montre pas qu'elle est déjà sur une feuille de route, qui montre qu'elle engage ses transitions, qu'elle soit digitale, qu'elle soit environnementale, sera le synonyme d'un risque, en fait, sur cette entreprise, et que donc l'investissement que des banques, que ce soit BPI ou que ce soit des banques privées, y mettront, évidemment, se retrouvera impacté. Donc moi, ce que je vois à travers, c'est que les cadres ou les masses que vous évoquez, finalement, permet aussi à terme de définir là où il va falloir qu'on pose des leviers, y compris en termes de main de soutien, parce que tu as raison, à la fois ça peut être, si c'est brutal, ça peut permettre de créer des mauvaises coms, mais il faut quand même qu'on se mette en ordre de marche, du coup, quand même relativement vite, parce que ce que vous décrivez n'est quand même pas L'intérêt, rose. c'est effectivement d'anticiper, c'est ce que je disais, c'est l'accompagnement le plus possible d'anticiper et d'accompagner, que ce soit au titre privé ou aussi des soutiens publics, hein, évidemment. Donc, non, c'est toute la difficulté, c'est de choisir déjà, et puis ensuite d'aller et d'accompagner. On le voit bien aujourd'hui, la guerre en Ukraine. Si, par exemple, on avait commencé à vraiment faire la politique de rénovation du bâtiment engagée par le Grenelle, je ne vais pas remonter au premier choc pétrolier, hein, certains n'étaient pas nés ici. Mais si on prend le Grenelle, il y avait des objectifs. Si on avait commencé en 2010 à faire les objectifs, il y aurait beaucoup moins de gens qui seraient embêtés aujourd'hui avec leur facture d'énergie. On ne l'a pas fait, en tout cas pas du tout au rythme. Conclusion, il y a des gens qui se trouvent dans la mouise, alors que le logement social a énormément fait de rénovation énergétique, et c'est clair que dans le logement social aujourd'hui, vous avez des gens qui finalement vont subir la crise beaucoup moins que d'autres parce qu'ils ont des logements qui ont été rénovés, etc. etc. Donc, à force de dire « Ah oui, mais c'est pas rentable » ou « Je ne sais pas quand ça va se passer », le jour où ça se passe, là, c'est brutal, c'est très brutal. Si on prend le micro. Je rejoins Antoine, et peut-être que M. Bonifay va en parler, mais effectivement, si on sort du seul capital risque financier et qu'on vient maintenant sur le capital environnemental et le capital social, ça va changer les choses. Absolument. Et si les PME savent qu'aujourd'hui, quand elles investissent là-dedans, elles vont avoir des effets de levier de développement et qu'en même temps, elles seront réassurées sans être dégradées, c'est un moyen
d'avancer plus vite dans le changement. Ça, c'est clair. D'une certaine manière, l'exercice que vous faites, il est certes pour nous, pour les filières, pour les entreprises, pour les citoyens, mais j'imagine aussi que c'est un guide aussi dans la manière dont l'ADEME va elle-même produire sa propre politique derrière. Ouais, de toute façon, oui, et en même temps, on retrouve, pour nous, c'est un excellent support pour passer un certain nombre de nos messages. Voilà, évidemment, bien sûr, oui. Ça n'a pas été construit pour ça, mais au final, on peut l'utiliser pour ça. Parfait. Bon, on va être obligé d'arrêter ce moment de questions. On peut remercier Monsieur Berger et le féliciter.